Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, j'espère que vous allez bien. Si vous écoutez cette vidéo, c'est parce que vous avez déjà visionné préalablement ma première partie de mon top 10 des ouvrages que je conseille pour l'animation de jeux de rôle d'horreur. Des ouvrages qui abordent différents thèmes, différents sujets, toujours d'un point de vue horrifique, et qui abordent en fait autant du côté du maître de jeu que des joueurs, des astuces pour pouvoir animer l'horreur, vivre l'horreur, ou bien le jouer à la table, selon mon très humble avis. Si ce n'est pas fait, je vous conseille d'aller voir la partie 1 de ce top 10, dans lequel j'aborde les livres numéro 10 au numéro 5, alors qu'aujourd'hui, nous commençons avec le numéro 4 et allons jusqu'au numéro 1, plus la petite mention spéciale pour terminer le tout. Et sans plus attendre, numéro 4, il s'agit de GURPS Horreur. Et oui, un autre livre de GURPS, j'en avais parlé aussi également dans la première partie du top 10, bien que je ne suis pas fan du système. Les ouvrages spécifiques de GURPS fourmillent d'idées sur des sujets précis et vous l'aurez compris, eh bien, GURPS Horreur aborde l'horreur et il y a un travail remarquable qui couvre tous les aspects imaginables et inimaginables de l'horreur et ça prouve en fait une certaine profondeur et une connaissance très éclairée en la matière venant en fait de la part de l'auteur du livre. On aborde ainsi la peur du gouvernement, chose que les autres ouvrages que j'ai parlé avaient peut-être un peu moins. C'est un sujet en fait qui est très moderne. Le concept des zombies, les hordes de zombies, les démons qui sortent de l'enfer, les maisons hantées et bien d'autres sujets. Mais on n'est pas vraiment, en fait, encore une fois, ça ne va pas uniquement toucher le maître de jeu, alors qu'il y a aussi des sujets qui viennent plus aborder les joueurs sur comment interpréter un personnage dans une histoire d'horreur, quel type, on va dire quelle caricature, quel archétype on peut incarner dans une histoire d'horreur. Il y a un autre chapitre qui explique comment construire une histoire et comment mettre de l'avant un antagoniste digne de ce nom, l'espèce de personnage qui est beaucoup trop puissant pour les joueurs, allant à l'ennemi un peu antipathique, qui est possible de vaincre, mais qui demeure tout de même une menace assez dangereuse. Il y a un autre chapitre aussi qui fourmille d'idées sur, en fait, les différentes campagnes possibles pour stimuler l'imaginaire du maître de jeu. Il y a vraiment tout qui est abordé là-dedans, parce qu'en fait, c'est un peu ça, GURPS, ça demeure très précis sur un seul sujet, et cet ouvrage-là au complet, d'un bout à l'autre, ça va parler de absolument tout ce qui est possible en lien avec l'horreur, en passant au loup-garou martien, tout ce qui se trouve entre les deux, là, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, les concepts à utiliser, et ça donne vraiment... en fait, c'est un peu difficile à comme synthétiser, tellement l'objectif même de cet ouvrage, c'est de montrer tout ce qui est possible de faire, autant du côté du maître de jeu que des joueurs, et comment prendre ce gros ensemble, cette espèce de gros bouillon, et de le mettre sur la table et que ce soit digeste pour autant. Fait un tant soit peu, en fait, autant d'un point de vue, juste l'inspiration horrifique, autant vous cherchez des conseils, GURPS Horreur est selon moi un livre ressource qui est très pertinent, même si vous n'utilisez pas le système GURPS. On continue avec le numéro 3. Il s'agit de la série Sombre, la peur comme au cinéma de Joanne Scipion. Je suis désolé si je prononce mal le nom de famille. En quelques mots, en fait, Sombre est un jeu de rôle pour se faire peur comme au cinéma. Et oui, en fait, j'allais au moins inclure un produit francophone dans le lot et sincèrement, je n'ai pas choisi n'importe lequel. Surtout lorsqu'on s'attarde sur l'apprentissage pouvant ressortir de ces petits ouvrages, de ces petits livrets de M. Scipion. Et ce qui fait son bout de chemin, en fait, depuis 2011. Depuis 2011, Sombre existe et nous propose de jouer le cinéma d'horreur dans lequel on incarne les victimes. Chaque petit volume du jeu propose un sujet ou une manière de voir l'horreur différemment, en passant par le slasher, l'horreur spatiale, l'invasion de zombies, l'horreur plus proche des teen movies. Joanne Scipion, en fait, nous prouve, selon moi, sa grande maîtrise du sujet et sa capacité à condenser plutôt une quantité incroyable d'informations en seulement quelques lignes. Pour vrai, là, la capacité de certains auteurs ou autrices de synthétiser un maximum de propos en seulement quelques lignes, moi je trouve ça vraiment magistral et Joanne Scipion le fait incroyablement bien. Pas besoin d'avoir un gros ouvrage comme d'autres que j'ai peut-être présentés à d'autres moments ou dans la partie 1, alors que ces petits livrets minuscules possèdent tout le nécessaire pour pouvoir comprendre et bien animer certains types d'horreur et comprendre la mentalité derrière, parce que c'est spécial. C'est présenté en fait de manière très empirique, okay? Comme si on lisait
un compte-rendu de l'expérience de l'auteur, et comme s'il faisait en fait des retours sur ses propres manières d'animer les parties ou on va dire les scénarios qu'il a écrits pour les différents ouvrages, et ça rend l'assimilation en fait de l'information vraiment efficace. Et je crois qu'au travers des différents ouvrages de Sombre, il y a un constat qui ressort, c'est probablement que les ouvrages qui présentent le mieux ce qu'on pourrait appeler l'horreur cinématographique. Pour du one-shot, pour du court, pour du rapide, sur le coin d'une table, pour vrai, vous avez juste un carré 6 par 6, comme on dit, là, un petit 6 pouces par 6 pouces, avec une petite feuille et un crayon, puis vous avez tout le nécessaire minimaliste, utilitaire pour pouvoir animer une partie. Autant, je trouve que ça paraît dans l'écriture, ça paraît aussi dans le visuel, dans la manière que c'est présenté, la mise en page et tout ça. Tous les conseils vont en ce sens, et c'est flagrant que c'est maîtrisé d'un bout à l'autre en voyant justement ce que l'auteur nous propose. C'est vraiment un must du genre au niveau de la francophonie, je trouve, et qui mérite en fait d'être très connu. Moi, j'y lance absolument toutes les fleurs. J'ai découvert Sombre il y a de cela vraiment plusieurs années. J'avais fait commander les premiers ouvrages jusqu'au Québec, et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses, alors qu'à l'époque, j'étais beaucoup tourné vers uniquement l'appel de Cthulhu. Et c'était une belle révélation sur en fait la simplicité, mais l'efficacité avec laquelle on pouvait mettre l'horreur de l'avant. Donc oui, Sombre numéro 3 de Joanne Scipion. Numéro 2, on y va avec un classique du genre qui a un lien aussi avec le numéro 1, vous allez comprendre. Il s'agit de Stealing Cthulhu de Graham Wamsley. C'est de nombreux jeux. On s'entend, de Cthulhu se déroule de la même manière. Vous allez gonner des cultistes, leur tirer dans la tête, faire des rituels, empêcher la sortie d'un grand ancien. Vous allez déterrer une statuette maudite. Et ça ressemble un peu, il y a une certaine formule, il y a un certain contexte qui revient. Et en fait, le concept de Stealing Cthulhu, c'est que le livre nous montre comment réinterpréter les thèmes et le genre de l'appel de Cthulhu et autres gammes semblables. Son idée centrale est la suivante. En volant, plutôt en adaptant et en combinant différentes idées de Lovecraft, on peut créer des scénarios qui semblent nouveaux et horribles et qui vont réinventer, sans nécessairement dire réinventer, qui vont rafraîchir un peu le genre. Stealing Cthulhu prend une tournure qui est très normative afin de bien exploiter les histoires de H.P. Lovecraft à l'effet de conception de scénarios pour un jeu de rôle sur table. Ça va aborder le processus d'écriture de scénario. Ça va aussi vouloir en fait pousser les créateurs et créatrices à réfléchir à ce qui est nécessaire de mettre de l'avant, d'étudier et sur quelle corde horrifique jouer pour engager et maintenir l'implication des personnages et des joueurs dans une histoire. Il y a des commentaires en plus en parallèle à les propos même de l'auteur, ou d'autres créateurs qui œuvrent dans le milieu de l'horreur viennent proposer aussi leurs expérimentations, leurs conseils personnels, leurs propres avis sur certains sujets qui peuvent des fois, un et l'autre, se contredire parce qu'au final, il n'y a pas vraiment de... il n'y a pas on va dire, il n'y a pas une seule vérité, il n'y a que plusieurs vérités dans l'interprétation de ce qu'on peut faire de quelque chose qui est reconnu et assez popularisé comme l'appel de Cthulhu. Je pense que le livre peut aider quiconque à s'inspirer pour pouvoir créer un monde fictif et établir un peu sa propre vision en fait, du jeu de rôle sur table, mais plus spécifiquement beaucoup de l'horreur. Mais je pense qu'il y a aussi des manières d'aller chercher, on va dire, tirer quelque chose de ce jeu-là, de ce livre-là plutôt, en l'extérieur du concept horrifique. C'est vraiment une superbe ressource disponible sur le marché pour réussir à redonner une certaine originalité à un monde ou à un univers qu'on connaît parfois que trop bien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'animer une partie de l'appel de Cthulhu avec des gens qui ont vraiment beaucoup joué à l'appel de Cthulhu, puis on s'entend, l'expérience, elle n'est pas identique à quelqu'un qui est complètement néophyte dans le monde ou l'univers, sans nécessairement dire que c'est pas plaisant, mais c'est différent, et Stealing Cthulhu permet en fait de redonner un peu cette espèce de côté de nouveauté, de vent de fraîcheur qu'on pourrait ressentir lorsqu'on expérimente le jeu avec des personnes qui ne connaissent pas du tout le mythe. Et il y a des sections qui vont aborder chaque branche du mythe de Cthulhu, et comment est-ce qu'ils peuvent être modifiés, comment est-ce qu'elles peuvent fonctionner de manière différente, des conseils sur les cultistes, les monstres, comment les utiliser, quand les utiliser, et comment ne pas les utiliser aussi. Qu'est-ce qui deviendrait un peu trop facile ou qu'est-ce qui est un peu trop reconnu dans le milieu. C'est vraiment intéressant. Un must pour les gens qui aiment l'appel de Cthulhu et qui animent ça au quotidien, qui voudraient peut-être essayer de nouvelles choses ou réinterpréter certaines choses. Donc, Stealing Cthulhu de Graham Wamsley, pour vrai, c'est un top du top. Et en plus, c'est le gars qui a fait Cthulhu Dark, qui est vraiment un jeu d'horreur de Cthulhu qui est minimaliste et
tellement efficace. Bref, checkez ça. De toute façon, tout est dans la description de la vidéo. Les liens qui mènent aux différents livres que je mentionne sont tous présents dans la description de la vidéo. Et mon numéro 1, Silent Legion de Kevin Crawford. Encore une fois, vous allez voir, là, ça fait un lien avec le numéro 2, avec Stealing Toulouse, parce que ça aborde les jeux d'horreur Lovecraftiens, qui sont légion, qu'il y en a tellement, avec le Call of Toulouse en tête, Trail of Toulouse, Toulouse Dark, Toulouse Hack, Mythos World, il y en a plein d'autres, il y en a plein, là. Cthulhu Tech, Cthulhu Apocalypse. Tout qu'il y a un mot Cthulhu dedans, ça va venir aborder le concept de Lovecraft quelque part. Mais Silent Legion, justement, vient aborder des idées vraiment nouvelles dans le contexte du mythe de Cthulhu. Ça va transformer. Pour vrai, ça m'a complètement mis sur le derrière parce que je ne pensais pas que c'était possible. Pour vrai, c'est le genre de choses qu'on m'aurait proposé en termes de partie. Bien simplement, quelqu'un me propose une nouvelle campagne en me disant « Hey, on va jouer de cette manière-là comme le propose Silent Legion. » Et j'aurais fait « Non. » Mais à la lecture de l'ouvrage et à la mise en pratique, c'est du génie. Ça va transformer en fait l'horreur Lovecraftien en bac à sable. Et là, la magie se fait. T'sais, pour ceux qui ne sont pas familiers, le format bac à sable, c'est une structure de campagne de jeu de rôle dans laquelle les personnages vont quand même maîtriser ou du moins contrôler une partie de l'action en allant d'un endroit à un autre et le maître de jeu va s'inspirer vraiment de ce que les personnages vont faire pour pouvoir faire avancer l'intrigue en donnant une grande liberté. Ils peuvent vraiment aller à plein d'endroits, où est-ce qu'ils veulent. Et c'est vraiment pas le genre de format qu'on voit vraiment dans l'appel de Cthulhu. C'est pas le genre de format qu'on voit dans l'intrigue d'une partie de Call of Cthulhu. Mais l'affaire, c'est que ça va réduire le Silent Legion, qui est un jeu au complet. C'est pas juste un livre de conseils, c'est un jeu qui possède son système, qui possède ses mécaniques, mais qui est tellement utile, même si vous n'utilisez pas les mécaniques proposées dans l'ouvrage, comme tous les ouvrages en fait de Kevin Crawford sont tout utiles sans leur système de jeu. Ça va en fait réduire l'horreur Lovecraftien à des composants. Et on va placer en fait ces composants-là sur des tableaux. Puis on va fournir en fait différents conseils sur la manière de composer, de combiner plutôt ces différents éléments-là disparates pour en faire des nouveaux, pour créer en fait une histoire horrifique à la Lovecraft. C'est avec le degré de détail à laquelle les différents tableaux et les composants sont décrits. Par exemple, c'est quoi la créature? C'est quoi, qu'est-ce que la créature veut? Est-ce qu'il y a des gens qui vont prier la créature? Est-ce qu'il y a des cultistes qui vont prier la créature? Et ça va nous faire en fait, créer une espèce d'arborescence qui va se combiner pour offrir une expérience qui va être renouvelée à chaque fois et qui va être en même temps générée un peu de manière aléatoire, mais le nombre de détails dans l'ouvrage permet tout de même à ce que ça se tienne et qu'il y ait un sens. Et ça va jusqu'au monstre individuel avec des règles pour créer des sorts magiques, des cultes, des artefacts, des décors de jeu. C'est fou dans la tête. Et le nombre de tables aléatoires dans ce livre-là déborde. C'est absolument génial. C'est rare que je vois ça, des tables aléatoires dans un livre d'horreur. J'en ai tellement besoin, j'aime tellement ça. Pratiquement tous les éléments d'un jeu Lovecraftien sont représentés ici avec des outils robustes. Et vous pouvez créer votre propre panthéon de dieux sombres, de cultes sanguinaires, de maraudeurs, de créatures, de différentes provenant de différents mondes et de différents univers ou dimensions, avec seulement quelques jets de dés. L'horreur cosmique à la Kevin Crawford qui aborde en fait l'appel de Cthulhu, ça devient quelque chose d'incroyablement riche, de nouveau et qui en fait sert à renouveler encore une fois, comme Stealing Toulouse, des sujets qui sont peut-être des fois un peu trop familiers. Fait pour vrai, c'est du génie. Je vais être sincère, j'aurais pas cru ça possible, combiner le sandbox avec l'horreur Lovecraftienne, autant justement pour la conception du mythe en soi, mais aussi pour la conception d'une histoire. Et Kevin Crawford, ben, c'est comme je pense que c'est un maestro dans la matière parce qu'il a fait plein d'autres sujets en dehors de Silent Legion, dans le sens qu'il a abordé également aussi la science-fiction, le fantasy et même, je pense, les super-héros, je crois, quelque chose comme ça. Donc, Silent Legion, mon numéro 1, puis il y a une raison pour ça, parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais vu de ma vie et qui m'a impressionné en tout point pour la réinterprétation et la mise en pratique de quelque chose qu'on connaît des fois, encore une fois, que trop bien. C'était mon numéro 1. Et là, pour conclure, en fait, ce top 10, qui j'espère a été un tant soit peu intéressant pour vous, je le souhaite.
c'est une petite mention particulière à un ouvrage qui, si jamais vous souhaitez pousser la réflexion au niveau de l'histoire du jeu de rôle d'horreur, sans nécessairement aller vraiment dans les conseils spécifiques, même s'il y en a un peu, il existe un ouvrage vraiment pertinent qui se nomme le Weird Science, qui est en fait un magazine qui va aborder un thème précis en lien avec le jeu de rôle à chacun de ses numéros. Et le numéro 3 qui est sorti, en fait, c'est le Weird Science sur l'horreur. Je l'ai ici dans mes mains. Juste pour vous lire, exemple, la petite prémisse, ils disent « Depuis les sombres dieux de l'horreur cosmique et des toits gothiques de Ravenloft jusqu'au terrible vide spatial et aux sombres forêts de Weizen, ceci est le numéro de l'horreur. Weird Science, qui va justement, comme le dit sa prémisse, aborder toute l'histoire du jeu de rôle d'horreur en commençant à ses tout débuts et en voyant en fait les différentes habitudes, les différents en fait, thèmes particuliers qui ont charmé les gens au travers des années, en passant justement par Ravenloft et en allant jusqu'au très récent avec, par exemple, Alien, alors que le concept de l'horreur science-fiction était peut-être un peu moins exploité il y a de cela certaines années. On voit aussi également, il y a des entrevues avec certains auteurs du milieu plus indépendants, comme l'équipe derrière les Mary Moshman qui sont interviewés, et on parle de différents sujets, mais surtout de livres d'horreur et de cette histoire si riche qui évolue avec le temps, mais qui demeure, selon moi, la plus belle manière de vivre le jeu de rôle. Mais ça, c'est très personnel. C'est moi qui aime beaucoup l'horreur en jeu de rôle. Donc, Weird Science. Et d'ailleurs, il est en Pay What You Want. Vous pouvez payer le montant que vous voulez en PDF sur DriveThruRPG si vous souhaitez l'avoir uniquement en PDF. Mais il est aussi possible de l'acheter physiquement. C'est un fichu de beau livre. En plus, tout est en couleur. Tout est en couleur dedans, avec des belles illustrations provenant de différents auteurs un peu partout dans le monde, de différents artistes. Et super intéressant. Donc, c'était mon petit mention spéciale sur un ouvrage qui aborde le jeu de rôle d'horreur sans pour autant être un jeu de rôle, sans pour autant être un jeu de rôle ni un guide de conseils. C'est plus informationnel. Donc, Weird Science, le numéro sur l'horreur. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce top 10. Pour ma part, j'ai adoré le faire. Il y en avait plein d'autres. Il y avait plein d'autres ouvrages que j'aurais pu parler, que j'ai dû comme couper à certains moments. Surtout récemment, je veux dire, au moment où vous lisez ça, que vous écoutez ça plutôt, j'ai lu au complet la V1 de Mothership. Et dans Mothership, le jeu de rôle d'horreur spatial, il y a une section qui a été rajoutée qui n'était pas présente avant sur les conseils pour animer le jeu de rôle spatial d'horreur pour le maître de jeu. Et mon Dieu Seigneur, que ça déborde d'idées, d'originalité et d'incroyable. C'est absolument fascinant. Il y a aussi plein d'ouvrages francophones que j'aurais aimé pouvoir avoir ou mettre la main dessus et les inclure dans le top 10, mais malheureusement, il y en a qui ne sont pas disponibles au Québec. Et si jamais je serais curieux de savoir, vous, de votre côté, quel ouvrage, et là, je vais être assez spécifique, est-ce que vous avez des ouvrages qui vous sont pour vous des sources d'inspiration pour animer le jeu de rôle d'horreur sans pour autant être... c'est surtout justement du niveau des conseils, au niveau de l'apprentissage, la mise en pratique. Est-ce qu'il y en a des ouvrages qui viennent vous titiller ou vous impressionner un peu plus à ce niveau-là? Je serais curieux de le savoir. Si jamais ce n'est pas fait, bien sûr, je vous encourage de liker, vous abonner à la chaîne. Toujours s'abonner à la chaîne si possible. Ça serait vraiment chouette. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.